La centrale nucléaire de Zaporijia, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est intéressant? C'est situé évidemment en Ukraine, comme vous en doutez, avec le titre du live, mais pour les gens qui regarderont la rediff, ça n'ira pas de soi. Alors pourquoi c'est un petit peu étonnant? Parce qu'on va non seulement parler de la centrale, mais d'un projet d'annexion, un référendum, un petit peu comme ils avaient fait en Crimée, sauf que la Crimée a effectivement appartenu à la Russie, Zaporijia, jamais, enfin je crois pas, hein. Donc c'est quand même bien avancé dans les terres ukrainiennes, et faut savoir que toute la région, Lugansk, Donetsk, ils l'ont prise, Mariupol est tombé, tout le couloir jusqu'à la Crimée, mais là ils veulent remonter encore plus au nord, donc s'approprier encore une portion. Vous imaginez que c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité, et du coup par rapport à la centrale, c'est un territoire qui est actuellement contrôlé par les Russes. Du coup ils se renvoient comme d'habitude la balle, il y a des bombardements près de la centrale, ce qui est évidemment ultra dangereux. Il y a aussi la problématique de s'il y a une coupure d'électricité et du coup de tous les équipements de maintenance, et bien ça peut partir un petit peu en sucette rapidement. Donc il y a quand même beaucoup de craintes actuellement, et voilà, donc les deux gouvernements de Kiev et de Moscou se renvoient la balle par rapport à la responsabilité de ces bombardements, comme d'habitude, j'ai envie de dire. 6h36 sur Europe 1. Je serais plutôt d'avis que personne n'y a intérêt, mais bon. L'étranger, les États-Unis somment la Russie de cesser toute activité militaire proche des sites nucléaires ukrainiens. Une demande alors que tous les regards sont tournés vers Zaporijia et sa centrale. Plusieurs frappes ont visé des secteurs proches de ce site et de ses réacteurs. C'était en fin de semaine dernière. Depuis, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité des bombardements dans une zone sous contrôle russe. Et Solène Leroux, pour le moment, le flou règne sur la responsabilité des deux belligérants. Oui, d'autant plus que pour l'heure, aucune source indépendante ne peut confirmer qui des deux attaque effectivement la zone. Hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que le bombardement de Zaporijia est, je cite, potentiellement extrêmement dangereux. Selon lui, il pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une vaste zone, y compris pour le territoire européen. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'hésite plus à faire la comparaison avec la catastrophe de Tchernobyl il y a 36 ans. C'est une grosse centrale, justement. Je crois avoir lu que c'était la deuxième du pays. Et met en garde. Il n'y a pas une seule nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste bombarde une centrale nucléaire. Si quelque chose d'irréparable se produit, personne n'arrêtera le vent qui répandra la contamination radioactive. Une crainte partagée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle juge que les informations en provenance de Zaporijia sont de plus en plus alarmantes. Si l'apport en électricité est interrompu par un bombardement, le refroidissement essentiel des réacteurs et le stockage des combustibles usés ne pourront plus être assurés, ajoute le spécialiste du nucléaire Teva Meyer, ce qui pourrait provoquer un accident. Le patron de l'agence nucléaire ukrainienne appelle à créer une zone démilitarisée sur le site de Zaporijia, actuellement occupé par environ 500 soldats et 50 véhicules lourds. Précision de Solène Leroux. Et voilà pour la centrale de Zaporijia. Alors on a de la chance du coup, puisque Patrine, toi c'est un sujet que tu connais bien, le nucléaire. Ouais. Est-ce que tu as été sensibilisé à cette question? Est-ce que tu connaissais la centrale de Zaporijia? Est-ce que tu... Alors, la centrale de Zaporijia, non, je la connais pas spécifiquement. Maintenant, si c'est un réacteur ukrainien, j'espère que c'est pas la même technologie, c'est ce que j'étais en train de chercher, que le réacteur de Tchernobyl. En gros, ce que je veux dire, c'est j'espère que c'est pas un REB. Parce qu'effectivement, c'est problématique. Mais c'est pas forcément le cas, j'étais en train de chercher cette info. Maintenant, je m'inscris un petit peu en faux, ou du moins, je vais mettre des nuances à ce qu'a dit monsieur Teva Meyer, en disant que si jamais l'alimentation électrique tombe, du coup, ça va... ça, c'est pas vrai. Je me permets de le dire, c'est pas vrai. Ça risque pas, donc, pour le circuit de refroidissement, qu'il soit primaire, non, parce qu'en fait, même les Ukrainiens sont pas stupides, on a des systèmes de sécurité, ce qu'on appelle les DUS. Non, mais je veux dire, pour dire ça, c'est ironique quand je le dis. Hein. Je veux dire, les DUS, ce qu'on appelle les DUS, c'est les diesels d'ultime secours. Ok. Et les diesels d'ultime secours sont des diesels qui prennent le relais pour continuer à alimenter le circuit de refroidissement en énergie, même s'il n'y en a plus. Ok. Et qui permettent après de déclencher la séquence de refroidissement et d'arrêt du cœur. Avec l'énergie qui va bien. Donc, ça, c'est quelque part dire que la centrale de Zaporijia elle a été conçue par des benets qui n'ont prévu aucun système connu et maîtrisé par tous les opérateurs de centrales nucléaires. Donc ça, là, on est typiquement dans une volonté de dramatisation. Alors, c'est sûr, ça va servir l'Ukraine va appuyer là-dessus, parce que quelque part,
Elle est dans un conflit, entre guillemets, avec la Russie, donc elle va dire c'est super dangereux, venez m'aider, etc., etc. Faites pression sur mon ennemi, va dire venant des Ukrainiens, bon, ok, mais c'est pas vrai pour autant. C'est ça que je veux dire. Donc. Bon, par contre, si la centrale se fait bombarder, oui, bah toutes les craintes redeviennent d'actualité, quoi. Alors, c'est toujours pareil, bombarder, ça dépend. Aujourd'hui, une centrale, elle est capable. Ouais, c'est les mots qui sont utilisés. Aujourd'hui, moi, je peux te dire que toutes les centrales en Europe, et il n'y a pas de raison pour que les Russes soient différents dans ce genre de situation d'ailleurs, toutes les centrales en Europe, elles sont calculées pour ce qu'on appelle l'airplane crash. C'est-à-dire qu'on peut envoyer taper un petit avion sur une centrale, la centrale est censée tenir. Elle va pas continuer à fonctionner sans problème, mais elle va pas se mettre en danger et elle va à la limite être suffisamment tenir pour se mettre en sécurité. Je sais que pour les Russes, ils ont tendance à surdimensionner pour des raisons un peu évidentes de climat, etc. C'est resté dans leur standard de construction. Donc ça, c'est un truc. Par contre, quand je dis que je me pose la question si c'est pas un REB, c'est que c'est un réacteur à eau bouillante. Et les réacteurs à eau bouillante ont eu un problème, c'est que eux, ils explosent. Un réacteur à eau bouillante par rapport à un réacteur à eau pressurisée comme nous on a en Europe en général, c'est qu'en fait le réacteur à eau bouillante n'a pas de circuit secondaire. Donc c'est typiquement les vapeurs qui sont détendues pour créer l'électricité via le cœur ça vient directement, c'est de l'eau radioactive qui vient directement au contact du cœur. Ça c'est un peu problématique. Et c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, effectivement. InfoChat qui avait raison. Merci pour la correction du coup. Voilà. Donc voilà, moi ce que je dis, c'est que je pense pas que si jamais on arrête l'alimentation électrique, la centrale va exploser. Je ne crois pas. Maintenant, si elle se prend une bombe sur le coin de la gueule, ouais, bon, c'est sûr que le scénario est vachement moins. C'est pas une situation d'avenir. Je vais pas le nier. Voilà. Des missiles entassés dans le sol et des impacts de frappe aux alentours de la centrale nucléaire de Zaporizhia, occupée par les forces russes, donc Kiev et Moscou qui s'accusent mutuellement. L'un des 6 réacteurs a déjà dû être arrêté suite à des tirs d'artillerie. Les pompiers sont arrivés sur les lieux et sont parvenus à liquider la fumée. Tout de même, pour éviter l'interruption de l'exploitation de la centrale nucléaire, le personnel technique a abaissé la puissance des 5e et 6e groupes électrogènes, a déclaré Igor Konachenkov, le porte-parole du ministère de la Défense russe. Située dans le sud de l'Ukraine, donc voilà, comme on l'a vu, est la plus grande centrale d'Europe. L'Agence internationale pour l'énergie atomique a alerté sur un vrai risque de catastrophe nucléaire, tandis que le secrétaire général des Nations Unies ne cache pas son inquiétude. J'espère que les attaques prendront fin. En même temps, j'espère que l'agence pourra accéder à la centrale et exercera ses compétences, a-t-il précisé. Ça nous permettra aussi d'avoir un petit peu plus de clarté sur ce qui s'y passe. Du côté de la résistance ukrainienne, la catastrophe de Tchernobyl résonne évidemment dans toutes les têtes. Et ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en temps de guerre, ça fait typiquement partie des cibles que tu vas target, justement l'approvisionnement en énergie, toute la production, justement la production d'armes, de moyens de locomotion, de camions, tous les dépôts d'essence et les centrales, qu'elles soient nucléaires ou pas d'ailleurs. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Et merci pour ça, Donald. Donc, mais alors, est-ce que oui alors du coup, c'est un V-vert, ouais. Je viens d'avoir l'info, donc en fait, c'est une bonne nouvelle. De quoi? Je viens de vérifier sur le réacteur en question. Dans le chat, ils ont écrit que c'était un réacteur de type VVER. Ouais. Et donc, les réacteurs de type VVER sont effectivement les réacteurs qui ont été issus du retour d'expérience de Tchernobyl, qui ne sont plus des réacteurs à eau bouillante, mais bien des réacteurs à eau pressurisée, donc équipés d'un circuit secondaire. Et donc du coup la caractérisation de ces réacteurs, comme nous en France, pourquoi on les utilise, c'est qu'en fait ils ne peuvent pas exploser. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent que fondre. Ce qui est pas cool non plus. Oui, mais au moins tu n'as pas dissémination dans la nature et de contaminants radioactifs. Enfin, t'auras toujours du vent, mais... Non, mais t'auras pas, comme ça s'est passé à Tchernobyl, du graphite. Pardon ? Ça s'échappe pas du tout de la centrale, du coup ? En fait, tu crées ce qu'on appelle un corium, et ce corium est radioactif, certes, mais il ne se dissémine pas sous forme de petites particules dans l'atmosphère. Qui est le cas lorsque tu as une explosion comme à Tchernobyl. Ouais. Et ça, c'est typiquement un retour d'expérience. Nous, tous les réacteurs en Europe qu'on a sont des REP, donc réacteurs à eau pressurisée. Tchernobyl, c'était un REB, donc réacteur à eau bouillante, donc fatalement, si c'est à bout. C'est toujours aussi des REP.
Donc là, les VVR en plus étaient donc retour d'expérience directe de Tchernobyl, avec tout le système de sécurité. Et en plus, les VVR sont caractérisés par un système dans le circuit secondaire de pression et de température plus faible que chez nous, donc potentiellement moins d'énergie stockée dans le circuit. Donc même en cas de rupture et autres, c'est plus faible. Mais ça, donc voilà, c'est bien ce que tu disais, Noirlam, c'est donc un réacteur à eau pressurisée. Donc quand on entend maintenant Teva Meyer dire si jamais ils perdent l'énergie, le truc risque d'exploser, bullshit. De prendre une bombe sur le coin de la gueule, ça c'est pas pareil. Mais par contre, dire que l'alimentation électrique coupée, ça va risquer une explosion, non, c'est faux. Là, il y avait quand même des tirs d'artillerie et les pompiers qui ont dû intervenir pour éteindre un incendie. Donc bon, c'est pas non plus ultra safe actuellement. Et alors, par rapport à cette actualité, on a une autre qui est complémentaire, à savoir le référendum pour le rattachement de Zaporijia à la Russie, jugé illégal par une géopoliticienne. Interrogée par France Info, cette annonce est illégale. C'est ce qu'elle a déclaré Anastasia Shaposhkina. J'essaye de ne pas écorcher, maîtresse de conférence en géopolitique. Ils disent maître de conférence, je sais pas, ça se féminise pas. En géopolitique à Sciences Po, spécialiste des relations Europe-Russie, alors que les autorités nommées par Moscou à Zaporijia, en partie occupées, pas entièrement occupées du coup. Alors la centrale, oui, mais pas l'intégralité de la zone. En partie occupée, annoncé officiellement entamer des préparatifs en vue de l'organisation d'un référendum sur son rattachement à la Russie. D'accord, donc ils mettent un autre article à eux en lien. Donc voilà, dans le sud de l'Ukraine, ça on l'a vu, les deux belligérants on a vu. Que pensez-vous de ce référendum? Alors elle répond, cette annonce est illégale, elle ne rentre pas dans le droit de la Russie dont la constitution prévoit les règles du référendum. Donc c'était pas illégal dans le cas de la Crimée, mais là ça le serait. Zaporijia, ou les préparatifs pour le référendum, parce qu'on le rappelle, c'était la Crimée, ça a été cédé à l'Ukraine dans la deuxième partie de l'URSS, temporellement vers la fin de l'URSS, et du coup, derrière, mais à la base, ça appartenait à la Russie, donc c'est un petit peu ça qu'ils invoquaient, et notamment, il restait beaucoup de russophones, de russophiles et de russes tout court. Du coup, voilà, ça a pu influer un petit peu sur les résultats de l'époque. Là, je sais pas quelle est leur strat. Est-ce qu'ils comptent vraiment sur un soutien de la population pour organiser un référendum, ou est-ce que ce serait un référendum avec des guillemets? Je ne sais pas. Je pose la question du coup. Les préparatifs pour le référendum ont commencé déjà, ne fait pas partie du territoire de la Russie. Elle fait partie de l'Ukraine, situation comparable justement à la Crimée. On lui demande l'organisation de ce pseudo-référendum pour justifier l'annexion du territoire du voisin. C'est le même scénario pour Zaporijia que pour la Crimée. D'accord, donc la géopoliticienne qui n'est pas sur la même take que moi du coup. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste de la question. On l'avait couvert quand même à l'époque sur Mosca TV, donc je m'y étais un peu intéressé. En Crimée, il y avait déjà 20 000 personnes de l'armée russe sur place en 2014 et d'autres dizaines de milliers de personnes sont arrivées très rapidement. Donc il n'y avait aucune résistance de l'armée ukrainienne. L'organisation du référendum s'est faite dans des conditions militaires. Et alors on lui pose la question de qui va voter. La population est-elle fidèle à Moscou? Ce n'est pas évident de savoir qui vote. Oui, parce que c'est sûr que si Moscou fait venir plein de gens qui disent bah en fait ils habitent là maintenant, et puis on leur donne le droit de vote et ils vont tous voter pour, ce serait un petit peu triché quand même, hein. Dans plusieurs interviews, on voit que de la population. On voit que la population locale, des micro-trottoirs du coup, ne veut pas du tout participer. Peut-être ils ont peur, hein. Il est possible que la Russie fasse venir à Zaporijia une population qui lui est favorable, d'accord, ok, justement, on se demandait, pour voter ce référendum. Cette méthode est beaucoup utilisée dans les territoires occupés par la Russie depuis 2014. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de plaintes de la communauté internationale en 2014 par rapport à la Crimée, par contre. Dans l'est de l'Ukraine, notamment dans la région de Donetsk. Aujourd'hui, on est face à une invasion d'un pays souverain qui se poursuit par l'enlèvement et la disparition des leaders locaux, par la rééducation forcée des enseignants, des directeurs d'école, et s'ils ne veulent pas collaborer, ils peuvent être enlevés ou peuvent disparaître. Pas l'air d'être très très à fond sur la Russie. Donc qui est cette personne? Je ne sais pas, là je découvre un petit peu en live. France 24, mais ça date de 2020 déjà, donc je ne sais pas si ce sera très pertinent, il faudrait voir, mais je vous invite à checker. J'avais un autre article justement qui parlait de cette possible annexion de la Russie, mais Anastasia Shaposhkina, je sais pas, visiblement elle a l'air d'avoir quand même certains griefs qui peuvent se comprendre envers la Russie, mais en tout cas elle essaye pas de faire du neutre et apolitique en l'occurrence, et peut-être a-t-elle raison.
Donc j'avais un autre article que j'avais mis de côté, qu'on va pas pouvoir lire en intégralité malheureusement parce que je ne suis pas abonné. Un article de Libération, toujours sur ce même sujet. Ukraine, la région de Zaporijia prépare un vote sur son rattachement à la Russie. Donc voilà, pour recouper un peu l'information, je n'en avais pas entendu parler avant aujourd'hui. Je voudrais corriger une bêtise que j'ai dite. Pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais. Un vote en décidera. Les autorités nommées par Moscou sur le territoire en partie occupé par l'armée russe. Les préparatifs en cours. J'ai signé un ordre pour que la commission électorale centrale commence à travailler à l'organisation d'un référendum sur le rattachement. Donc là, c'est une citation du chef de l'administration civile et militaire mise en place dans les régions de dans les territoires de cette région du Sud contrôlée par les Russes. Ok, mais c'était un autre responsable qui était cité par l'autre article. Bon, bah, au moins ça nous permet de bien recouper. Nous sommes ensemble avec la Russie à Melitopol, selon une vidéo publiée sur le compte officiel de justement le chef de l'administration, Evgeny Balitsky, sur Telegram. Je te rends la parole du coup. Patrine, tu avais quelque chose à dire? Oui, j'avais dit que les 6 réacteurs Fukushima c'était des REP. En fait, non, je me suis trompé, c'est des REP. Je me suis fait corriger dans le chat. Effectivement, j'ai dit une bêtise. Tu avais dit que c'était des REP et CD REP, donc comme Tchernobyl. D'accord. Pour Fukushima, parce que tu m'as posé la question, je t'ai répondu REP un peu vite, non, c'est des REP. Voilà, donc par honnêteté, je corrige, j'ai dit une bêtise sur ce point, voilà. Bah d'ailleurs la situation là-bas est un peu en mode statu quo, mais c'est toujours pas réglé. Hein. Bon, j'ai pas l'impression que ceci dit, alors Fukushima ça a des spécificités, ça a été un peu moins gravissime pour les pays alentours, il me semble. Pour la situation autour de Fukushima. Pas autour immédiatement de Fukushima, hein, tout est encore un no man's land inoccupé encore aujourd'hui, où les gens sont partis précipitamment, où tout est encore en place, un peu justement comme en Ukraine, hein, comme à côté de Tchernobyl. Par contre, bah, t'as moins eu un phénomène, il me semble, je dis peut-être une bêtise, donc je vous invite à me rectifier si je me trompe, qu'il n'y a pas eu un nuage qui a défoncé toute la Chine, la Russie, l'Indonésie. Il y a eu des émanations quand même, hein, attention, hein, il y en a eu, à un moment donné, ça fait partie des procédures de sécurité. Je sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse image où on a vu le toit des objets qui partent du toit un petit peu comme ça, filmés de loin, avec un espèce de jet vertical. Donc là, en fait, c'était des gens qui cherchaient à redescendre la température, parce que justement, comme c'est un REB, la pression dans le circuit était en train de monter, donc pour éviter qu'il éclate, ils ont relâché la pression. Donc ça fait partie des procédures un petit peu de dernière chance, mais qui sont prévues et contrôlées, c'est-à-dire on va accepter de relâcher un petit peu de radioactivité dans l'air, mais au final, avec la dilution, la dose sera faible, et il n'y aura pas de problème. Parce que je précise qu'aujourd'hui, on a tendance à dire il y a des choses qui sont radioactives et des choses qui ne le sont pas. C'est pas vrai. Tout est un peu radioactif. Là, c'est le sol, le granit, les champignons en montagne ont de la radioactivité naturelle. Ils absorbent plus d'ailleurs, oui. Ouais, tout à fait. Et il y a de la radioactivité naturelle. Ce qui est intéressant. Il y a bien eu un nuage de Fukushima, ceci dit. Hein, je suis en train de vérifier. Oui, justement, donc il y a eu un petit relâchement, comme je te disais, donc il y a eu un petit nuage. On a eu surtout des écoulements dans l'océan Pacifique. Parce que pour refroidir le cœur, ils ont en fait rincé à eau perdue les réacteurs, donc fatalement l'eau au contact du cœur, elle s'est chargée et du coup, elle s'est retrouvée évacuée dans l'eau de mer. Donc on a des jolies cartes qui sont apparues, où on a vu... Alors ça, ce que tu vois, c'est le fameux nuage, effectivement. Si ça reste dans le jaune, mais ça touche le monde entier du coup. Ouais. Voilà, ça touche le monde entier, mais c'est normal, c'est normal. Et après, attention, ça dépend, il faut voir aussi à quelle espèce isotopique on parle, parce qu'il y a des choses qui ont des demi-vies de 9 jours. On te demande si tu bosses dans le nucléaire, en tout cas tu fais du lobbying pour le nucléaire. Ouais, je fais du lobbying, alors je dis que je fais du lobbying parce que je pense que c'est la solution, mais oui, je bosse dans le nucléaire, oui, tout à fait. Du coup, tu as sorti Professeur Xavier, c'était quoi? On va en parler. Moi, je notais maintenant. Bah écoutez, de toute façon, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Les enjeux en question, les répercussions qui sont à suivre, référendum par référendum, quelle reconnaissance aurait un référendum s'il avait véritablement lieu? Écoutez, ce sera à suivre dans les prochains jours. On ne manquera pas de faire un point sur le sujet. Abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Et abonnez-vous à mes autres chaînes, Daimon les Chroniques de YouTube et la chaîne Gaming pour des sujets un peu plus légers, ma foi.